Bonsoir face à l'actu ce dimanche. Évidemment, nous allons revenir de long en large sur les questions d'actualité sous le prisme de l'invité de ce dimanche. On va revoir les reportages tels que traités par la rédaction de STV, mais davantage nous parlerons du Cameroun qu'on passera au scanner tout au long de l'émission en 90 minutes. Fortune publique et corruption, communautarisme et tribalisme, alternance, haine, vie chère, voilà en quelques mots les thématiques qui seront abordées avec l'invité de ce dimanche également. Les reportages qui seront diffusés ou diffusés à nouveau sur cette antenne. On reviendra sur le passage des militants du MRC à la cour d'appel du centre. On parlera évidemment de la libération de ces membres de l'église catholique à Manfé, récemment enlevés par les séparatistes, la visite à Douala du ministre du Développement, bref le ministre des Villes, la réapparition du gaz dont l'approvisionnement se fait progressivement, la grève à l'université de Douala et quelques autres sujets. L'invité de ce dimanche est le président national du PCRN, Cabral Liby, et par ailleurs, vous le savez, secrétaire à l'Assemblée, au bureau de l'Assemblée nationale du Cameroun. Il fait le déplacement de Yaoundé pour participer à cette émission. Bonsoir Cabral et merci infiniment de cette amitié constamment renouvelée que vous faites aux téléspectateurs de STV. Bonsoir à vous, monsieur Dipita Tongo. C'est avec plaisir que je reçois et que j'accepte l'invitation que vous m'adressez. Je salue vos nombreux téléspectateurs que je retrouve avec plaisir. Alors, Cabral Liby, peut-être avant de commencer, un mot sur, j'ai failli dire une activité récente. Vous savez, dans une autre vie, chroniqueur, vous avez beaucoup flirté avec les médias. Et depuis quelques semaines déjà, Capital FM en radio, mais également le magazine Capital, vous y faites des sorties. Je veux dire, on veut comprendre un peu ce nouvel angle de votre vie publique. Mais vous l'avez dit vous-même, ce n'est pas vraiment un nouvel angle. J'ai un passé journalistique qui est connu de tous, d'analyste média, de journaliste, de chroniqueur. Il se passe effectivement qu'il y a un groupe de médias qui est en train de prendre corps, qui a commencé par la radio, Capital FM, et qui a suivi par la presse écrite, Capital Info. Et dans ces deux groupes, j'ai été, dans ce groupe et pour ces médias-là, je suis sollicité comme chroniqueur du haut de ma casquette politique ou de ma posture politique, et c'est avec plaisir que j'y participe. Pour le plus récent, qui est Capital Info, c'est un journal qui a d'ailleurs vocation à être quotidien, mais qui a commencé par une périodicité bimensuelle, qui est portée par une jeune équipe d'intellectuels qui fait principalement dans l'investigation. Là, nous avons commencé, quand je dis nous, ils m'ont coopté pour les accompagner, et je signe la rubrique engagement. Et moi, j'ai été séduit par l'approche qui est la leur, et je crois qu'elle répond à une attente dans notre société. C'est un journal qui traite d'un sujet unique. Et là, pour la dernière parution, c'était sur la douane. Donc, le sujet, il est unique, il est traité en profondeur pour outiller le lecteur, en réalité, suffisamment sur le sujet pour qu'il puisse se faire une opinion. Là, je crois, le premier titre, c'était « La douane camerounaise, si chère, si désastreuse ». Donc, voilà, je crois que si j'ai été bien renseigné, du moins, on m'a demandé de faire la rubrique. Je crois que le prochain titre, c'est « Où vont les lions ?» D'accord. Je crois que c'est le prochain titre. Et après celui-là, c'est « La vie chère », ainsi de suite. Donc, c'est une nouvelle aventure journalistique à laquelle je demande au public camerounais de s'intéresser. Vous n'en êtes ni le directeur de publication, ni le directeur de la radio. Vous n'avez pas de... Non, je ne suis ni le directeur de publication, ni directeur de rédaction, ni quoi que ce soit. Le directeur de la radio est connu, c'est M. Armand Okol. La directrice de publication du journal est connue également. C'est Mme Anne Fégonde Noah.
Donc voilà, il y a une très bonne équipe qui travaille, c'est une très belle aventure, c'est de jeunes universitaires, de jeunes journalistes qui sont épris de recherche, d'investigation journalistique, et du peu qu'on a comme retour de la dernière parution, ça s'annonce plutôt bien. En tout cas, pour ceux, j'invite les uns les autres à lire ce nouveau Canard, ben, ils en sortiront. C'est un peu le genre de journal, quand on l'a acheté ou quand on l'a lu, on le conserve précieusement. Comme un livre de chevet. Ben oui, en quelque sorte. Ouais. Et qui finance tout cela? Ben, une fois encore, ce sont des Camerounais, des compatriotes, qui ont décidé de se mettre ensemble pour enrichir le paysage médiatique camerounais de nouvelles initiatives, en essayant de sortir du lot. D'accord. Il ne faut pas rentrer dans ce que les autres font. Il y a des secteurs déjà saturés, mais là, c'est le secteur de l'investigation journalistique, du traitement en profondeur. Et voilà, on espère maintenant que par la grâce de Dieu et l'adhésion des Camerounais, on aura accès à de l'information. En tout cas, autant que moi, j'ai pris l'engagement, et c'est le nom d'ailleurs de la rubrique que je signe dans le journal, de les accompagner, je mettrai un point d'honneur à ce que, au moins, ça me ressemble. Là où il y a mon nom, que ça reflète la rigueur que l'on me connaît. D'accord. Avec la maestra de Eringando qui a reçu la réalisation de cette émission, je vous suggère de prendre le premier reportage de ce dimanche. On va revenir sur cette audience, la deuxième du genre, dans l'affaire qui a mené les militants du MRC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, devant les tribunaux, et cette fois-ci sont à la cour d'appel du centre. Reportage. Pour la deuxième audience, dans le cadre de l'appel du collectif des avocats des condamnés du MRC, la cour d'appel du centre administratif a émis un deuxième report. Nous avons eu affaire à des condamnés appelants qui étaient très sereins. L'audience s'est déroulée dans le calme, dans une certaine discipline. Certains parmi eux ont demandé à prendre la parole, notamment M. Bibou Nisak, M. Zamboué et également a pris la parole et la Cour leur a donné la possibilité donc de s'exprimer devant elle uniquement sur la question de la recevabilité des appels. Les questions qui avaient présidé à la demande de report le 15 septembre ont été toutes examinées, à savoir les documents apocryphes. Nous attendons donc la décision du 7 novembre, qui est la décision qui sera rendue. Et nous souhaitons vivement que les débats soient ouverts au fond. La Cour a par ailleurs rejeté la demande introduite le 18 octobre dernier par le collectif pour évincer de la Cour l'officier de l'armée qui y siégeait. Les civils, lorsqu'il leur est fait application des dispositions du Code pénal, ne peuvent être jugés que par des juges civils. Mais l'ordonnance de rejet estime que nous n'avions pas précisé le fondement juridique de cette demande et rejette en condamnant nos clients au paiement des dépenses. Ce que la défense constate, c'est que la célérité avec laquelle cette décision a été prise est étonnante, d'autant plus que une autre demande est pendante devant le même juge, la même présidente de la Cour d'appel, qui tend au renforcement de la publicité des débats judiciaires dans la cause. Présent à l'audience, le collectif compte aussi sur l'expérience du professeur Maurice Kamto pour remporter ce procès. La présence du professeur Kamto dans la défense galvanise parce que il a une expérience connue dans des grands dossiers et il a une expérience qui peut profiter à tous les autres membres du collectif et qu'il pourra partager, pourquoi pas, avec la Cour d'appel. À l'entame de l'audience de ce matin, le président de la Cour a eu à rappeler que la Cour avait déjà permis qu'il soit régulièrement constitué et accepté sa constitution et qu'il pouvait plaider. Ont également été aperçus aux côtés des prévenus du MRC le député Jean-Michel Nintieux et Emmanuel Tonga, régional du SDF pour le centre, tous deux en froid depuis quelques mois avec leur parti. Alors Cabral Libye, le reproche en général qui est fait aux autres partis de l'opposition, c'est de très peu, puisque vous êtes là, PCRN aussi surtout, c'est de très peu soutenir vis-à-vis contre les pouvoirs publics, contre le RDPC, contre la justice, ces militants du MRC
qui sont devant la justice? D'abord, tout à l'heure, je crois que j'ai donné une information que je dois corriger tout au moins partiellement. Lorsque je parlais de Capital FM, j'ai dit que c'était M. Armand Okol. Enfin, j'étais un peu bloqué sur le passé. Je crois qu'il a été promu à d'autres fonctions dans le groupe et il a été remplacé. Alors, pour revenir à la question que vous me posez, qui est liée au soutien ou pas Non, c'est pas vrai. En ce qui concerne le Parti camerounais pour la réconciliation nationale, notre position vis-à-vis de cette turbulence, cette turbulence post-électorale a été clairement affirmée lorsque nous formulions nos propositions dans la perspective du grand dialogue national. Vous vous souvenez qu'à l'époque, il avait été demandé aux partis politiques de formuler des propositions dont non seulement cela est clairement marqué dans le document que nous avons transmis au Premier ministre, et cela peut être retrouvé dans nos différentes prises de parole, nous avons demandé au gouvernement camerounais de fermer définitivement la page de l'élection de 2018 en libérant purement et simplement toutes les personnes de quelque parti politique que ce soit qui, dans le cadre des revendications post-électorales, se sont retrouvées en arrestation. Nous l'avons clairement formulé et il nous est difficile de faire mieux que cela. Lorsque nous avons donné notre position, tout ce qui nous reste à espérer maintenant, c'est que les pouvoirs publics accèdent et nous avons, dans la perspective, bien entendu, de lever la tension qu'il y a autour. Parce que ces poursuites judiciaires, hélas, entretiennent cette tension-là, dont nous l'avons clairement dit. Nous ne pouvons qu'espérer que notre demande, celle du PCRN, soit suivie des faits. La présence du président national du MRC aux côtés des avocats qui assurent la défense de ces militants vous inspire-t-elle un commentaire? Ben absolument pas. Aucun. C'est la cuisine interne d'un parti qui est concurrent, adversaire au nôtre. Donc, sur la question électorale, parce qu'elle nous concerne aussi, de toute façon, ce n'était pas l'élection d'un parti politique, enfin, c'est le Cameroun entier qui y participait. Maintenant, sur la cuisine interne d'un parti politique, comment ils organisent leur défense. Nous, en ce qui nous concerne, nous sommes là, disposés à accompagner et à soutenir ceux qui nous sollicitent formellement. Si on peut être utile en quoi que ce soit, mais je ne crois pas que jusqu'ici, ils aient eu besoin de nous. Cela dit, je m'adresse à présent aux députés pour rejoindre un certain nombre d'actualités, plus récentes encore, les lignes 94-65, ça vous inspire, ça vous dit? Bien sûr, ça me rappelle au souvenir, même pas de quelque chose qui est passé, puisque c'est dans l'air du temps. J'ai aussi eu envie de vous demander si vous êtes concerné en tant que partie prenante, en tant qu'acteur, en tant que bénéficiaire, puisqu'il s'agit des subventions au ministère des Finances, mais également au ministère de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire. Non, absolument pas. Je ne suis pas bénéficiaire. Je ne suis pas bénéficiaire jusqu'ici. Et je ne crois d'ailleurs pas que ceux qui en sont bénéficiaires méritent soit je ne sais pas trop quoi, des pestiférés. Non, mais absolument pas. Les lignes dont il est question sont des lignes approvisionnées pour supporter des dépenses, supporter des charges non reparties. Et ça, c'est pour le côté de la ligne 65 du ministère des Finances. Il y a la ligne 94 du ministère de l'Économie qui, elle, m'intéresse d'ailleurs particulièrement parce que c'est une ligne d'intervention dans l'investissement. Donc, cette dernière ligne, justement, vise à soutenir des opérateurs économiques, des initiatives porteuses qui pouvaient se révéler porteuses pendant l'année budgétaire. Donc, en théorie, c'est pas mauvais que les gens en aient bénéficié. Je crois que le problème est ailleurs. Et le problème est dans l'irrégularité du mécanisme de bénéfice de cela. Je crois que l'enquête, l'audit qui est demandé par le président de la République part d'un présupposé. C'est que certainement il y a eu gabégie, comme d'habitude, indélicatesse dans la mobilisation de ces fonds-là qui, sur la période auditée, quand même s'élèvent à plus de 5 000 milliards. 5 000 milliards, c'est quand même l'équivalent du budget annuel
du Cameroun. Absolument. Il se peut que là-dedans, les gens se soient gobergés, mais comme il n'est pas permis. D'ailleurs, ça indexe quelque part l'Assemblée nationale, puisque chaque année, l'Assemblée nationale vote une loi dite de règlement, qui est une loi qui fait le bilan des dépenses de l'année budgétaire écoulée. Donc, a priori, lorsque cette loi est votée, on se dit que le budget a été bien exécuté. C'est bon, on arrête les chiffres définitifs. Mais ce qui est curieux, c'est que le même gouvernement qui chaque année envoie une loi de règlement à l'Assemblée nationale, la défend en disant qu'elle est bonne, tout a été bien fait, c'est le même gouvernement qui lance l'audit des documents qui ont été envoyés à l'Assemblée nationale. Donc c'est clair, ça veut dire que ces documents-là sont faux. C'est d'ailleurs pour cela que je pense qu'au niveau de l'Assemblée nationale, nous devons nous aussi réagir, notamment par la Commission des finances, parce que la loi portant régime financier de l'État de 2007, je crois qui a été révisée en 2017, a institué, et de façon effective depuis 2015, ce qu'on appelle les rapporteurs spéciaux. Et les rapporteurs spéciaux, qui sont les membres de la Commission des finances, eux, ils ont le pouvoir de faire des contrôles inopinés sur place et sur pièce. Donc je pense que dans la mouvance de cet audit qui a été commandé par la présidence de la République, ben, il faut que nous-mêmes nous nous y intéressions. Mais là où moi je voudrais aller, Monsieur Dipita Tongo, c'est l'occasion encore pour nous de dire que ce soit sur la ligne 65 ou la ligne 94, sur la CAN ou tout le reste, le Cameroun, et c'est sûr de tout le monde, est entre les mains des voleurs, des brigands. C'est des petits voleurs, hein, ceux qui dirigent le Cameroun. En vous le disant, je ne vous l'apprends rien. Je pense que de temps en temps, entre eux, ils s'envoient en prison. Et on voit les montants faramineux. Donc l'indélicatesse dans la gestion de la chose publique au Cameroun est devenue quelque chose de... J'ai envie de dire, c'est monnaie courante. Donc en fait, cette autre actualité qui a été levée par le président de la République, qu'est-ce que ça vise? Si ce n'est peut-être encore de distraire simplement les gens. Parce que je crois que la mobilisation de ces fonds, si on remonte bien dans ces audits, je crois que ça ne va pas épargner la présidence de la République elle-même. Vous avez des soupçons? Oui, non, le débat n'est pas là. Vous avez des informations autour? Le débat, M. Dipita Tongo, n'est pas là. L'audit est en cours et vous indexez ou alors vous attribuez déjà des mauvais points à la présidence de la République? Non, ce que je veux dire, c'est que on n'est jamais assez outré. Mais nous le sommes, mais à un point inimaginable. Par le mépris avec lequel les prédateurs manipulent la chose publique au Cameroun. Mais en fait, pourquoi je le dis? Écoutez, je souhaite que l'audit se passe bien. Hein, et que comme d'habitude, qu'il nous soit rendu public un rapport. Je crois qu'il y a un audit qui a été fait sur le Covid-19. Enfin, je crois que le rapport en catimini a été rendu public récemment, il se peut. Donc, probablement, il y a un rapport qui va être rendu public derrière. Mais ce que je veux dire, c'est que, en fait, on aura fait 1000 rapports que la corruption, que la prédation ne s'arrêtera pas. Tant que nous sommes dirigés par le même système. J'explique. La corruption est au Cameroun, c'est que le sang... Quand je dis au Cameroun, je parle du système qui nous gouverne. La corruption est pour eux ce que le sang est à l'organisme. La corruption est pour eux ce que l'échelle de Richter est au séisme. C'est-à-dire que plus il y a de corruption, mieux ce système se porte. Moins il y a de corruption, moins il se porte. J'explique encore. Quand vous analysez la corruption au Cameroun, elle a deux visages. Il y a une corruption de nécessité. Mais parce que les gens vivent mal, les gens sont mal payés, et pour arrondir les fins du mois, ben, ils grappillent sur les fonds publics. Absolument. Ça, c'est la corruption de nécessité. Il y a la corruption systémique de redistribution. Je pense qu'il y a quelqu'un qui l'explique souvent bien, c'est M. Dieudonné Essomba, qui dit que, en fait, c'est un système de redistribution informel de l'argent public. C'est-à-dire que le gars qui détourne 10 millions dans tel secteur public, c'est le même qui les dépense dans les bars à Essos, pour prendre le cas d'un quartier de Yaoundé le soir. C'est le même qui construit une maison dans un quartier UP. C'est lui qui achète des terrains. Donc en fait, le système repose sur cette corruption-là.
c'est un levier de gouvernance. Si vous l'enlevez au système actuel, ben le système s'écroule le lendemain. D'accord. Parce qu'il ne pourra pas tenir. Alors les solutions, elles sont toutes simples. Toutes simples. La première solution pour mettre fin à la corruption au Cameroun, elle est d'ordre psychologique. Il faut changer de président de la République. J'insiste, de président de la République. Mais en le changeant, il faut tout faire pour que ce nouveau président ne soit pas issu de ce système. Parce que la longévité du système actuel a créé un réseau humain, solidaire et affinitaire, qui va, ça c'est sûr, paralyser toute manœuvre de démantèlement du réseau par quelqu'un qui en a été membre. C'est humain. Monsieur Dipita Tongo, si vous avez fait partie d'une chaîne de bandits, il vous sera très difficile d'y mettre un terme. Bon, je corrige juste l'exemple, hein, pas forcément moi. Je comprends que c'est bon, un exemple. disons, si un citoyen lambda. D'accord. C'est clair. Donc, en fait, et c'est pour cela que le système va se battre de l'intérieur et de l'extérieur. Parce que qu'est-ce que j'appelle de l'extérieur? Vous savez, quelqu'un comme moi aujourd'hui, je sais que sur ce point, par exemple, je suis gênant. Parce qu'a priori, si je deviens président de la République, je suis un sujet d'inquiétude. Vous savez également que... pour un certain nombre de personnes. Vos pourfendeurs estiment, par contre, que vous êtes plutôt un accompagnateur de ce gouvernement, de ce pouvoir-là, en tant qu'homme politique, dans votre positionnement, dans vos combats, dans vos batailles. D'aucuns estiment d'ailleurs que vous êtes un... J'aime pas beaucoup reprendre la formule, mais je le dis, puisque ça se dit, un opposant des opposants. Mais à partir du moment où vous avez dit que ce sont mes pourfendeurs qui le disent, ça ne s'intéresse, ce n'est pas intéressant de revenir sur ce qu'ils disent. Ce sont des pourfendeurs. Et le rôle d'un pourfendeur, c'est de raconter tout et n'importe quoi. Non, moi je suis sur quelque chose de beaucoup plus sérieux. Et là, je m'adresse au peuple camerounais. Je leur dis, soyez vigilants. Je lui dis à ce peuple, il faut être vigilant sur ce point dans les années qui viennent, 2025, ainsi de suite. Parce que justement, vous avez ceux qui sortent sont dans le système et qui lorgnent le pouvoir, et vous en avez d'autres qui étaient dans le système, qui y ont passé 10, 20, 30 ans, et qui sont sortis, soit parce que le partage ne leur profitait plus, ou ont été énervés ou simplement parce qu'ils sont opportunistes. Bon, bref, chacun a ses raisons. Mais ils ont appartenu à la chaîne de corruption. Donc, si demain, par un système d'illusionnisme, parce qu'ils peuvent toujours, vous savez, le problème avec des gens qui sortent d'un système, c'est qu'ils vont toujours hausser le ton. Et vous verrez d'ailleurs que beaucoup de mes pourfendeurs, généralement, viennent du système. C'est-à-dire que c'est des gens qui vont hausser le ton pour distraire généralement le peuple, lui donnant l'impression que par la dureté de ton, par les excès de langage, par des effets d'agitation, ben, ils sont nés de nouveau. Mais en fait, c'est une illusion. C'est une manipulation. Et c'est pour cela qu'il faut tout faire pour que le prochain dirigeant du Cameroun, je parle bien du président de la République, parce qu'en fait, le reste du système, il est facile à mettre au pas. Les autres, les fonctionnaires, les autres Avez-vous le sentiment fondamental? Pour deux raisons. D'abord, parce que, terminer. je termine rapidement, pour deux raisons. La première, c'est que dans ce système, tout le monde n'est pas pourri. Parce que le problème de ce système, justement, c'est que lorsque vous êtes intègre, compétent, ben, on vous met en périphérie, on vous met au banc, vous êtes un pestiféré, il vous est difficile. Donc beaucoup restent là-dedans, simplement pour gagner leur pain autant qu'ils peuvent. Et il y a donc ceux-là qui sont dans le système, et même d'autres qui sont des corrompus. Mais vous savez, c'est des gens intelligents, hein, la plupart du temps. Ce n'est pas parce qu'ils sont corrompus qu'ils sont idiots. Donc, ils sauront s'adapter au nouveau paradigme, à la nouvelle vision, à la nouvelle direction. D'ailleurs, quand vous discutez avec certains d'entre eux en off, ils vous disent qu'ils n'attendent que ça. Eux-mêmes, ils savent qu'ils sont des agents de la destruction. Mais ils n'attendent qu'une nouvelle ligne directrice. Donc, c'est quelque chose d'important. Ça, c'est une chose. Je finis rapidement et vous allez me poser votre question. Je vous ai dit, le premier élément, il est d'ordre psychologique. D'accord. C'est-à-dire au sommet de l'État. Le deuxième élément, c'est la justice. Il est judiciaire. C'est qu'il faudra absolument rendre la justice indépendante. Il n'y a pas meilleur instrument de lutte contre la corruption que la justice. Regardez le paysage, et ça confirme ce que je vous disais tout à l'heure. Regardez le paysage de lutte contre la corruption au Cameroun. Le Cameroun a ratifié, d'abord en 2005, depuis 1997 même, mais disons 2005, ils ont élaboré un nouveau programme de gouvernance. La même année, 2005, ils ont créé l'ANIF. L'année d'après, 2006, ils ont créé la CONAC.
La même année 2006, le Cameroun a ratifié la Convention des Nations Unies de lutte contre la corruption, ce qu'on appelle la Convention de Mérida. Absolument. En 2012, ils ont réactivé ils ont mis en place, je crois, le tribunal criminel spécial. À cela, vous ajoutez le programme national de lutte contre la corruption, les cellules sectorielles de lutte contre la corruption. Vous ajoutez depuis 1996 bref, il y a la Chambre des comptes qui a été activée, je crois, en 2003 ou 2004. Donc, de toute façon, il y a un encombrement institutionnel de lutte contre la corruption. À ça, vous ajoutez même, j'ai envie de dire, l'ordonnance même de 1962 portant infraction des atteintes à la fortune publique, plus évidemment le code pénal. En fait, ce n'est pas les instruments qui manquent. On pourrait même ajouter maintenant d'autres instruments, même que nous ont apportés nos bailleurs, les bailleurs étrangers, le programme CHOC, Change Habits and Oppose Corruption, qui a formé des gens, mais qu'on ne nomme jamais à la CONAC, qu'on ne nomme jamais nulle part, mais des gens pourtant formés et capacités pour lutter contre la corruption. Le programme STAR, ainsi de suite, avec ses commissions rogatoires annoncées qui n'aboutissent jamais. Donc en réalité, c'est un système, c'est une façade, c'est une parure. Tout cela est organisé pour distraire des gens. Mais en la vérité, derrière, on entretient la corruption parce que, comme je vous l'ai dit, c'est même là-dessus qu'est assis l'ordre gouvernant. Donc, il y a l'élément judiciaire. Et le troisième élément, M. Dipita Tonga, il est, j'ai envie de dire, tout aussi banal. C'est l'indexation du gain sur la performance. C'est-à-dire? Donc, une meilleure redistribution de la richesse nationale. Nous devons être dans un pays où celui qui travaille peut gagner de l'argent. Nous devons être dans un pays où l'espérance existe. Vous savez pourquoi, je le dis rapidement, vous savez pourquoi beaucoup de jeunes Camerounais, Africains globalement, mais Camerounais s'en vont dans d'autres pays. En fait, c'est l'espérance. Ils n'ont une garantie de rien. Ils n'ont une assurance de rien. Mais ils vont vers des sociétés où l'horizon est porteur d'une promesse. Le problème avec le Cameroun, c'est que le système est fermé, mais à dessein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de perspective, il n'y a pas de promesse d'avenir. Vous pouvez faire vos études, vous pouvez être battant, vous pouvez vous battre. Mais si vous ne rentrez pas dans le système de corruption qui est mis en place, que vous soyez chef d'entreprise ou tout ce que vous voulez, vous ne vous en sortez pas. Donc, je vous donne là un peu le projet de société du PCRN, juste pour que vous compreniez qu'au-delà de l'agitation, du mouvement sur place qui est fait actuellement et qui, je peux vous dire, n'aboutira à rien. De temps en temps, ils vous livreront un rapport pour la presse, pour les analystes, pour nous à l'Assemblée, les politiques. On va commenter 2-3 mois, après ils vont nous envoyer un autre rapport. Non, ça n'aboutira à rien. Il faut en réalité une alternance au Cameroun et de nouveaux venus. Heureusement, le PCRN en a. Avez-vous donc le sentiment qu'en tant qu'opposant, puisque votre bataille, vous le dites, pour finir avec la corruption, c'est changer le système à partir de la tête, donc du président. Avez-vous le sentiment que votre démarche en tant qu'opposant milite pour ce combat? On voit très peu dans les mobilisations, sachant par exemple, et c'est l'inspiration de certains, qu'en Tunisie, en Algérie, en Égypte, au Burkina Faso, c'est la mobilisation à travers la société civile, mais également les partis politiques qui ont entraîné des changements, même si la suite n'a pas forcément été le succès souhaité. Est-ce que, en tant qu'opposant, votre démarche au quotidien est donc de mobiliser, de capitaliser et d'entretenir les Camerounais dans la vision de faire partir ce gouvernement-là? Mais ce procès-là, on peut le faire à un autre, mais pas à moi. Monsieur Dipita Tonga, je rappelle que je rentre dans le champ politique, moi, Cabral Libi, en 2017. Donc si on compte bien, ça fait 5 ans. Alors, dans l'histoire politique du Cameroun, vous en avez vu beaucoup comme ça, qui sont rentrés. Et je ne parle pas des années 90, qui étaient, j'ai envie de dire, très favorables, et au transfuge du système, et le contexte international aidant. Dans l'histoire politique récente, il faut quand même qu'on ait un minimum de respect pour le travail qui a été abattu par la dynamique que je porte, qui est d'abord 11 millions d'inscrits, 11 millions de citoyens, puis le PCRN au passage. On a essayé de créer un parti politique, j'aime toujours le rappeler, qui s'appelait les citoyens. Et on a attendu la dernière minute pour nous dire que, de façon fantomatique, il y avait un parti politique déjà au Cameroun qui s'appelait les citoyens. Heureusement, je rends hommage à Papa Kona Robert et à Papa Massardine Albert Fleury, qui avaient créé un parti politique depuis 2003 et qui nous ont permis d'aller aux élections avec ce parti politique. Donc, en termes de mobilisation par conviction, depuis 2017, je voudrais qu'on me montre dans ce pays quelqu'un qui a fait mieux que nous. Je dis bien mieux que nous, que ce soit dans des mobilisations de la société civile, par exemple pour les inscriptions sur les listes électorales, la mobilisation de la jeunesse, la mobilisation à participer aux élections, les meetings politiques même, les meetings. Je pense que 2018, c'est encore assez récent quand même.
2020, c'est encore assez récent. Mais depuis, vous êtes entré comme dans une forme d'hibernation. Alors, ça, c'est le regard que certains peuvent poser. Parce que, vous savez, lorsqu'on est en politique, chaque formation politique a sa stratégie. Nous travaillons à implanter le parti. Autant nous nous mobilisons sur certains fronts qui sont assez vus, autant nous sommes conscients de nos limites. Pour être efficace dans un pays comme le Cameroun, qui à chaque élection compte plus de 25 000 bureaux de vote, ben, il faut se battre déjà pour implanter le parti. Mettre en place des organes et des hommes qui portent ces organes, les former, les édifier, leur donner des stratégies qui leur permettent d'élargir le rayon d'influence de notre dynamique là où ils se trouvent. Mais est-ce que vous pensez qu'il est forcément judicieux que ce travail fasse l'objet de communications outrancières? Je crains que cela soit inefficace. Mais bientôt, là, en début du mois prochain, en principe, ça devrait se faire le 7, nous allons faire un meeting, je vous le dis parce que c'est déjà préparé depuis longtemps, nous allons faire un meeting à Garoua-Boulaye, là, en début novembre. Vous verrez un petit aperçu du travail qui est fait de ce côté-là. Parce que justement, nous disons que même la mobilisation, le meeting, ça doit être une mobilisation de conviction. D'accord. On va prendre le deuxième reportage. Il y a un piège qui est tendu. Il y a des mobilisations que j'appelle des mobilisations spontanées et hasardeuses. Comme lesquelles, par exemple? C'est-à-dire, vous vous levez un matin, d'accord, et comme je suis dans votre émission là, et vous dites aux gens, retrouvons-nous demain au Carrefour Sorcier, c'est un carrefour de Yaoundé. Retrouvons-nous demain au Carrefour Sorcier et nous allons de là marcher et on va aller jeter Paul Biya au sol. Alors, et vous rentrez, vous commencez à prier Dieu pour que le message que vous avez envoyé à la télé touche donc quelques personnes qui viendront donc là demain. Vous ne savez même pas comment ils viennent, comment ils vont marcher, comment ils s'organisent. Alors, qu'est-ce qui se passe à chaque fois? C'est que quand vous avez fini d'annoncer, la police vous attend. Et comme de toute façon, ça n'a pas été préparé, vous êtes très vite maîtrisé par la police. Et qu'est-ce qui s'ensuit? C'est que maintenant, vous devez vous battre pour libérer les gens de prison. Vous n'avez même plus la force d'organiser, de faire un autre appel hasardeux. Mais plus grave encore, comme ça a été hasardeux, d'autres ne vous suivront pas la prochaine fois parce qu'ils savent bien que c'est hasardeux. Mais la question de la marche, vous l'oubliez, est aussi intimement liée à la question que nous avons abordée juste avant. Parce que la précarisation générale du peuple camerounais vise aussi une chose, à les faire vivre au quotidien par la débrouillardise. Et croyez-moi, c'est difficile pour quelqu'un qui vit au jour le jour de fermer sa boutique, puisque de toute façon, lui-même et sa famille, ils vivent au jour le jour, d'abandonner son petit business qui fonctionne au jour le jour, en allant donc marcher, prenant le risque de se faire donc arrêter, par exemple, et même de se faire libérer 3 ou 6 mois. Par exemple, que les marches du MRC de ces dernières années, non électorales, sont des marches, des appels aux marches à la marche hasardeuse? Non, écoutez, moi je vous parle, je vous fais une analyse. D'accord. Honnêtement, je m'intéresse peu aux activités du parti dont vous donnez le nom. Vraiment, c'est un parti que je respecte. Leur leader était candidat à l'élection présidentielle, ils font ce qu'ils veulent. Moi, vous m'avez posé une question et je vous réponds. Monsieur Dipita Tongo, le jour où vous m'entendrez parler de marche, vous verrez. D'accord. Moi, je suis quelqu'un qui on va prendre le deuxième reportage, vous me permettrez, Cabral Libye. Pourquoi, généralement, ce que je fais, sans vouloir me jeter des fleurs, ça marche? Parce que je prends le temps de réfléchir. D'accord. Je prends le temps de programmer, je prends le temps de préparer et de former les gens. Je vous dis encore, par exemple, là, sur cette question de vie chère, je vous le dis. On y arrive, on y arrive. Le temps de prendre le reportage. Là-dessus, nous travaillons donc déjà sur des marches qui ne seront pas des marches du PCRN. Dans le timing, nous réfléchissons déjà au niveau de l'UPC, l'Union pour le changement, en lien avec les organisations de consommateurs. C'est des choses qui se préparent. Et dans le timing, c'est l'heure du deuxième reportage. Permettez qu'on le prenne et on revient sur la vie chère. Je vous dis simplement que ne tombez plus dans le piège de la surenchère verbale. Et c'est même une moquerie pour les Camerounais. Parce qu'à la vérité... Surenchère verbale, à l'exemple de ces marches... Non, c'est-à-dire que vous avez des gens qui, pour faire l'intéressant et donner l'impression qu'ils sont courageux, opposants, ils veulent en découdre avec Paul Biya, il faut qu'ils viennent à la télé, tenir le propos haut. Mais ils oublient que justement, celui à l'encontre de qui ils tiennent ce propos, c'est lui qui a créé justement des médias où on va bavarder. En fait, ce sont des parloirs et des exutoires. Non, apprenons à nous préparer et à préparer les Camerounais à la vraie opposition. C'est ce que le PCRN fait. À 19h37, nous sommes en direct, je le rappelle, depuis Douala. Nous recevons Cabral Libye, le président national du PCRN. On va prendre le deuxième reportage de ce soir qui va parler
de ces personnes qui ont été enlevées par les séparatistes à Manfé. Suivez plutôt. Two Christians kidnapped in Chang village in Manfei last September 16 are still in captivity, living under precarious conditions. Father Cornelius, one of the victims, recounts their ordeal in a now viral video on social media. So far, it has not been easy. If you look at us, you'll see our faces very dismal, very unhappy. It is quite difficult, and we are only begging, my Lord, that you do everything possible to get us out of here. It is a matter of do or die. The kidnapped call on church authorities to comply with the assailants so they can get their freedom. You see, for example, I've been very, very sick, and I'm here. My brothers too are not feeling fine at all. So please kindly, my Lord, help get us out of here. Do whatever it takes to listen to these boys and do what they ask of you. A 60 million ransom had been demanded by their kidnappers, but the church, through Archbishop Andrew Nkea, had clearly stated the church's inability to meet up with these demands, as Spain will be encouraging their action. Été libérés après leur enlèvement. Cabral, on va poursuivre l'émission de ce soir avec cette autre thématique, évidemment liée cette fois-ci à la vie chère. Vous en avez hâte d'en parler, comme si vous avez une capacité d'inverser cette tendance-là de la position où vous êtes. Ce qui concerne la vie chère, vous êtes ni ministre des Finances, donc on ne peut pas influencer évidemment sur les impôts taxes qui peuvent être réduites éventuellement. Ça vous inspire quoi, ce niveau, je vais le dire de façon triviale, de vie chère auquel sont exposés les Camerounais, cette pesanteur de la bataille quotidienne? Alors, c'est sûr, vous savez, dans un pays, c'est donc sur des questions comme celle-là que l'on juge de la compétence, de l'humanité, de l'empathie de notre gouvernement. La question de la vie chère n'est pas propre ou exclusive au Cameroun. Les crises internationales récentes, notamment la guerre en Ukraine, elles ont provoqué ces crises, une inflation dans le monde entier, liée aux perturbations dans le trafic, le fret des marchandises, à la rareté de certains produits alimentaires, parce que les pays où il y a la guerre, soit le pays qui est théâtre de la guerre, qui est l'Ukraine, ou encore le pays qui fait la guerre, qui est la Russie, ce sont de grands pays producteurs de denrées alimentaires. Donc, pour l'un, la guerre, pour l'autre, les sanctions internationales provoquent immédiatement, engendrent une raréfaction d'un certain nombre de produits. Ça provoque donc, la rareté, c'est naturel, provoque toujours l'augmentation du prix. Donc, il y a une inflation. Mais la vraie question est, comment les États se comportent donc? Comment les ordres gouvernants se comportent donc pour protéger leur peuple? Vous savez, nous, au PCRN, notre leitmotiv, c'est d'ailleurs la synthèse de notre projet de société, l'État qui protège et qui libère des énergies. En ce moment-là, on cherche l'État qui protège. C'est pour ça que je vous disais donc tout à l'heure que nous allons travailler au niveau de l'UPC, l'Union pour le changement, les 16 députés qui font partie de l'Union pour le changement. Nous avons commencé déjà à travailler avec des organisations de la société civile pour que nous nous tenions véritablement devant et le peuple derrière nous, pour obliger ce gouvernement à se bouger. Parce que ce que nous vivons est tout simplement inadmissible. Prenons un pays au niveau de développement comparable, la Côte d'Ivoire. À cause de l'inflation provoquée par le Covid, la crise en Ukraine et tout le reste, on a vu le ministre du Commerce et de l'Industrie ivoirien, le 5 mars 2022, proclamer les 9 mesures prises pour faire face à la cherté de la vie. Chez nous, qu'est-ce qu'il y a eu?
Ben, je vais vous dire. Le 5 juin, je crois qu'il y a eu un rectificatif budgétaire du président de la République qui faisait passer la subvention au carburant d'environ 200 milliards à 570 milliards, avec pour conséquence le blocage des prix à la pompe. OK. Mais en dehors de ça, qu'est-ce qu'il y a eu? Ben, rien du tout. Ben, rien du tout. Le 5, je crois le 10 août 2022, 4 ministres de notre gouvernement ont donné un point de presse. Pardon. Je me souviens y avoir vu le ministre de la Communication, le ministre du Commerce, le ministre de l'Eau et de l'Énergie, ou que sais-je encore. Ben, qu'est-ce qu'ils ont dit aux journalistes? Votre média y était. C'était de rappeler le collectif budgétaire, justement, de juin, et quelques mesurettes qui n'ont aucun impact. C'est là où on attend le gouvernement. Et nous, comme nous le disons toujours, nous sommes un parti qui s'oppose fermement et qui propose toujours. Parce que face à cette affaire, vous m'avez posé la question, est-ce que vous avez la solution pour renverser? Ben, je vous dis, il n'y a pas de solution miracle pour renverser l'inflation. D'abord, l'inflation n'est pas pérenne. C'est toujours conjoncturel, la plupart du temps, provoqué par des crises. Après, ça se stabilise. Donc, nous pensons que pour le cas spécifique du Cameroun, au lieu pour le ministre du Commerce d'aller inaugurer les Nema Shop, parce que je crois que le 15 septembre dernier, il était dans 2 boutiques, dans 2 quartiers de Yaoundé. Ça s'appelle Nema Shop. Hein. Comme ça, il a appelé. C'est-à-dire, il y a 2 baraques quelque part. D'abord, il faut les trouver. Vous avez pris, où on trouve quelques sacs de riz. Il travaille avec Swakam. Vous avez pris un exemple. Bon, bref. Vous avez pris un exemple de pays à niveau économique relativement comparable. Oui. Mais moi, je voudrais prendre un autre exemple, peut-être un niveau un peu au-dessus, mais pour lequel la bataille militante, que ce soit pour la société civile, on a vu les gilets jaunes, ou même les politiques, influent sur les décisions des gouvernants. Ben, je veux dire que on se serait peut-être attendu au Cameroun de voir, face à cette problématique de vie chère, des hommes politiques qui sont peut-être de l'opposition, peut-être taire leur divergence idéologique, une minute, et se dire, mobilisons-nous ensemble, au sein de l'Assemblée nationale et en dehors, pour contraindre le gouvernement à prendre des mesures pour ramener la vie à un niveau acceptable. Mais je viens de vous donner là maintenant une information qui n'est pas encore rendue publique, je l'ai rendue publique. Et autant d'ailleurs vous dire que l'initiative n'est même pas de moi. Hein. D'accord. Quand je dis de moi, l'initiative n'est même pas du PCRN, au sein du groupe des 16. Donc vous verrez cela se mettre en place, si le gouvernement ne réagit pas. Donc les consultations ont commencé entre nous. Parce que nous ne voulons pas en faire une affaire politique, partisane, pour que chacun commence à se bomber le torse en disant c'est moi qui défends le mieux le peuple. Non. Donc la réflexion qui est menée, elle est celle-là. Je vous rappelle que... Et ce sera pas le moyen de pression. Je vais vous rappeler que la marche, par exemple, du 16, que vous avez vu en France, oui. C'était dimanche dernier, je crois. Moi, lorsque j'étais plus d'un mois plus tôt, invité par Jean-Luc Mélenchon aux universités d'été de la France insoumise, je me souviens qu'à la clôture des universités d'été, il avait annoncé cette marche. Et déjà, pendant que nous, on y était, on distribuait déjà des prospectus, il y avait des réunions et des travaux qui étaient faits là-dessus. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que, vous savez, il faut éviter des choses comme celle-là. On ne les fait pas au petit bonheur de la chance. Ça se prépare. Et c'est ce que nous essayons de faire. Et je vous disais tout à l'heure que ce que le gouvernement devrait faire, et moi je propose toujours, parce que j'aspire à diriger le Cameroun, ce que moi j'aurais fait. Qu'est-ce que j'aurais fait? Première chose, j'aurais amélioré la politique informationnelle. L'information, la vigie. Le minimum, lorsque il y a inflation, il y a une crise mondiale dont on voit venir, notre gouvernement et même notre pays est quand même doté d'économistes, de prospectivistes, d'analystes, des gens, pour certains on les voit dans les médias et d'autres sont dans des bureaux, qui voient venir des choses. Mais il faut les écouter. La première chose c'est celle-là, c'est que lorsqu'on voit venir la bourrasque, on informe le peuple de ce que voici ce qui arrive. Deuxième chose, c'est toujours la politique informationnelle. L'information concertation. Mais mon Dieu, dans ce pays, il y a des associations de consommateurs avec lesquelles il faut discuter de l'opportunité même de telle augmentation ou de telle mesure. Ensemble, on peut trouver des solutions. Dans un dialogue inclusif, on peut trouver des solutions à ce type de problème. Deuxième train de mesure, le plafonnement. Le plafonnement séquentiel, temporel, périodique. Comme ça se fait dans un certain nombre de pays, on a un certain nombre de produits qui sont des produits de consommation courante, dont on sait très bien que l'augmentation ou la cherté
provoquera des remous sociaux. Mais le minimum, c'est de plafonner ces prix-là. Et d'avoir donc maintenant une vigie de prix rigoureuse. Est-ce que c'est le cas? Souvent, on vous annonce même, il y a une chose qu'il a faite, le ministre du Commerce, d'ailleurs, comme moi j'ai apprécié, je ne suis pas nihiliste, lorsqu'il a mis fin à l'exportation de certains produits de consommation courante dans les pays voisins, pour s'assurer de la satisfaction du marché local. Ce n'est pas mauvais. Mais généralement, il fait dans beaucoup d'annonces. Il vous dit, oui, tel produit, le prix s'étend. Ben, il n'y a aucun contrôle derrière. Il raconte ces histoires-là, on les voit dans ces Nema Shop. À 2 mètres de là, il n'y a rien. On vous dit le poisson, voilà le prix. Vous entrez même dans des poissonneries au Cameroun, où vous trouvez même le fameux prix qu'il a annoncé. Mais à la facturation, c'est un tout autre prix, à prendre ou à laisser. Ben, derrière tout ça, il y a des gens quand même qui se baladent partout là, ils disent qu'ils sont des contrôleurs de prix. Ben, peut-être des contrôleurs corrompus, j'en sais rien. J'indexe personne. Mais on se connaît. Pourquoi on en arrive là? Donc il y a le plafonnement. Troisième niveau de mesure, l'accompagnement. L'accompagnement. Et à ce niveau-ci, qui il faut accompagner? Ben, il faut accompagner déjà les salariés. Mais commençons par le secteur public. C'est le débat qu'il y a dans un certain nombre de pays. On devrait pouvoir indexer le revenu minimum, tout au moins le SMIC, à l'indice de cherté de la vie. Au Cameroun, cette discussion n'est même pas envisagée. Tout ce qu'ils savent faire, c'est se goberger dans les lignes 65 et 94. Mais parce que justement, ces lignes-là, elles pourraient assurer la soutenabilité. Parce que si nous, un jour, on dirige le Cameroun, moi, je peux même vous dire que ces lignes, je fais un petit rétropédalage, nous, on y mettra même plus d'argent. Parce que nous, notre politique économique, c'est la transformation structurelle, c'est-à-dire l'injection prioritaire de l'argent. Est-ce que l'existence de ces lignes, qui, a priori, de façon, je veux dire, profane, sont là pour des interventions non prévues? Est-ce que l'existence, pour reprendre la question, de ces lignes n'est pas justement la preuve d'une mauvaise planification, d'une mauvaise organisation? La réponse, c'est oui. D'accord. Ce sont des lignes... Vous êtes dans le oui, mais vous estimez qu'une fois au gouvernement, vous reviendrez... Mais je vous dis comment elles vont être réformées. D'accord. Parce que c'est en lien avec la cherté de la vie, notamment dans le segment de mesures liées à l'accompagnement. Donc vous comprenez que tout se tient, c'est cohérent. Nous, si on était à la direction des affaires, ces deux lignes, on les fusionnerait. On les délocaliserait des finances, où ça s'occupe des dépenses communes, et même des interventions aux investissements au ministère de l'économie, on les logerait au premier ministère. Il y a une chose dont personne ne parle, c'est que dans le débat sur ces lignes, celui qui est transparent, j'allais dire comme un miroir, mais je ne sais pas, il y a plus transparent que le miroir. Alors, le miroir ne l'est même pas, c'est le premier ministre. Vous voyez bien que l'affaire passe comme si c'est ministre des Finances, ministre de l'économie, on bondit le premier ministre, et l'instruction d'audit vient de la présidence de la République, même pas du Premier ministre. Ça vous renseigne sur l'insignifiance de ce poste gouvernemental. La délocalisation de ces lignes résout-elle le problème? Bien sûr, parce que ça assure un meilleur contrôle. Ces lignes doivent servir à la soutenabilité de la transformation structurelle. On revient encore sur ces lignes. Elles visent quoi? À supporter des charges non... En fait, des charges imprévues en quelque sorte. Parce que le fonctionnement d'un pays, c'est le support des charges. Et ces charges sont réparties entre les ministères. Donc les charges éducatives sont à l'éducation, les charges du sport sont au ministère des Sports, les charges culturelles sont au ministère de la Culture. En théorie, on ne devrait donc même plus faire de provisions à côté, puisqu'on part du postulat que toutes ces charges sont réparties et les besoins budgétaires également sont répartis. Mais nous sommes dans le règne des humains. Il peut arriver une opportunité imprévue. Tout comme il peut arriver une catastrophe imprévue. Donc par prudence, c'est une sorte de provision d'épargne. Par prudence, il faut pouvoir y faire face. Et moi je dis, oui, il faudra toujours faire ce type de provision de souveraineté pour faire face par exemple aux catastrophes naturelles, qui dans la répartition initiale des charges n'a peut-être pas été prévue selon l'ampleur d'une catastrophe qui surviendrait. Mais je vous parle de la transformation structurelle. En fait, la transformation structurelle en économie s'oppose à ce qu'on appelle le big push. C'est simple. Dans le big push, on fait tout à la fois. On saupoudre le peu qu'on a. Et dans la transformation structurelle, on choisit des secteurs prioritaires dans lesquels on injecte de l'argent. Alors, il y a quelque chose d'étonnant au Cameroun, c'est un paradoxe, mais comme d'habitude, ils font du mouvement sur place, ils savent mentir et tout. Lorsqu'ils vous envoient des documents du débat d'orientation budgétaire à l'Assemblée, en première ligne, ils vous disent que le Cameroun fait de la transformation structurelle. Mais lorsqu'ils vous donnent le SND 30, vous voyez le nombre de projets qu'ils doivent faire en 10 ans,
même la Chine qui affiche 2 points de croissance ne pourrait pas le faire en 20 ans. D'accord. Donc évidemment, on est dans du mensonge, mais tout dans la blague. Quand ce système il a échoué. Non, je reviens sur la cherté de la vie. Je vous ai donc dit que nous, on ferait une provision pour la soutenabilité de la transformation structurelle. C'est-à-dire que bien qu'ayant fait des répartitions, selon les opportunités et la conjoncture internationale, on injecterait de l'argent dans des secteurs prioritaires. Du coup, face donc à une crise comme celle-ci, justement, et je reviens donc à l'accompagnement. Je vous ai parlé de l'accompagnement en termes d'indexation du revenu à l'indice de cherté de la vie. Ça, c'est l'augmentation, par exemple, de salaire dans le public. Mais dans le privé, c'est la même chose. Il faut revaloriser le SMIC, par exemple. Mais il faut accompagner justement le secteur privé. Où en sont les discussions avec, par exemple, le JICAM? Vous connaissez les sorties de M. Tawamba à ce propos. Toutes les propositions qu'ils font à chaque Cameroun Business Forum, d'ailleurs dont ils demandent la réforme et le gouvernement fait la sourde oreille, où est-ce que ça va? C'est en ces moments-ci qu'on doit discuter d'un certain nombre de choses. Comment est-ce qu'on allège certaines charges fiscalo-douanières? On a fait, je vous disais, dans Capital Info, on a fait un travail sur la douane. On voit comment la douane torpille l'économie. Comment on allège certaines charges en élargissant, par exemple, l'assiette fiscale? Comment est-ce qu'on ne pourrait pas dire, en discutant avec les partenaires privés, en disant, bon, ok, pour faire face à ceci, au fret qui part en vrille, à la rareté des produits, à la cherté des produits, pourquoi on ne lèverait pas, par exemple, la TVA? Donc, ça fait partie des discussions qu'il faut avoir. Mais depuis des jours, depuis des mois, on fait face à la cherté de la vie. Vous attendez un certain emballement du gouvernement. Rien du tout. Compris. On a également on inaugure des cabanes, des Nema Shop. Dernière chose, je souhaite... où est passé la MIRAP pendant qu'on y est? Ah ben oui, souvenez-vous. Je pose la question au député. Moi, je vous réponds. Son bâtiment, il est toujours à Liguesono, à Yaoundé. Il y a toujours des individus qui entrent avec des véhicules rutilants tous les jours. Mais pourquoi de façon symbolique? Je veux dire, avec le SIF au début, en 2017 ou 2017, un peu après le début de la crise anglophone, on a vu quand même une mobilisation symbolique du SIF à l'Assemblée nationale qui a bloqué les travaux et qui a dit: écoutez, il faut que ce Parlement se saisisse, cette Assemblée se saisisse de cette question. Pourquoi de façon symbolique, cette question-là, en tant que député, vous ne l'imposez pas ou alors vous ne donnez pas l'impression de vous faire entendre au Parlement? D'abord, ce n'est pas par hasard qu'au Cameroun, et je crois que c'est l'un des rares parlements au monde où on fonctionne encore comme ça. Je rappelle que les parlementaires camerounais travaillent 90 jours par an. C'est bien de le rappeler. 30 jours en mars, 30 jours en juin, 30 jours en novembre. Et 30 jours en novembre. C'est l'oisiveté institutionnelle de traitement sur 12 mois. La mieux organisée du Cameroun. Mais c'est fait à dessein. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas l'argent là-bas des gens qui veulent bosser. Mais vous savez, ne regardez même pas seulement du côté de l'opposition. Intéressez-vous un jour au profil même des élus du RDPC. D'accord. Vous serez frappé par... Il y a une question importante sur la cohabitation en communauté que je voudrais qu'on aborde. Et on ne risque pas avoir beaucoup de temps parce qu'il y a encore deux questions. Vous m'avez posé une question sur la MIRAP. En une seconde. Je voulais le dire pour le regretter, que la fameuse mission de régulation des approvisionnements, qui donc aurait dû voir venir, par exemple, cette inflation, aurait donc dû stocker des denrées alimentaires pour les faire écouler dans des prix régulés, elle est en hibernation. Donc, une fois encore, on est dans l'encombrement institutionnel, mais dans l'inefficacité. La solution, elle est la même. Je voudrais qu'on parle... On tirera dessus si on veut. Tant que vous ne changez pas de président, important de votre idéologie politique qui a d'ailleurs suscité votre livre, le fédéralisme communautaire. On va parler de la cohabitation en communauté. Vous savez que la problématique, depuis d'ailleurs la sortie du livre, que cette question est dans l'espace public, elle donne toujours le sentiment d'une incompréhension de la part de certains, donc d'une polémique qui est née. Je voudrais qu'on prenne d'abord cet autre reportage qui va revenir sur le retour du gaz. Une forme de ouf de soulagement au niveau de la SCDP, la Société camerounaise des dépôts pétroliers, dont les dirigeants ont reçu cette semaine une importante cargaison. Et du coup, ça repart progressivement dans les stations pour le plaisir des consommateurs. Reportage. Après plusieurs jours sans gaz, les populations de Douala peuvent enfin souffler. Nous sommes donc à pied d'œuvre après avoir reçu depuis 20h hier, après avoir accueilli depuis 20h hier le navire qui contient 4000 tonnes métriques. C'est l'occasion également pour nous de remercier l'autorité portuaire, le directeur général du port qui a donné l'autorisation à titre très exceptionnel de faire remonter un navire hier. Ce navire
devait être à quai autour de 3h, 4h du matin. Mais de manière exceptionnelle, la marée, avec la petite marée de 20h, on a pu remonter ce navire. Sinon, nous ne serions pas encore en train de commencer le travail au début. À en croire la directrice générale de la SCDP, c'est une quantité importante du précieux combustible qui est arrivée. Et les jours à venir sont porteurs de nouvelles encore plus belles. Nous avons vu avec vous, eu l'opportunité de visiter derrière nous notre centre remplisseur qui a une capacité de 128 000 bouteilles remplies par jour, parce que nous allons aller même au-delà des 128 000 puisque nous allons faire un peu des heures supplémentaires compte tenu de la situation tendue dans le pays. Vous allez visiter nos quais de chargement de camions-citernes et de wagons-citernes. Nous avons en temps normal la capacité d'emplir à peu près 35 à 40 camions-citernes jour. Mais là, nous allons faire exceptionnellement, nous allons aller à 50 camions qui permettront donc d'approvisionner le pays intérieur, donc la zone de l'Ouest, les zones Yaoundé, l'Est et le Nord Cameroun. Donc c'est également l'occasion pour nous d'annoncer dans les tout prochains jours que nous avons déjà, depuis hier, je crois que ce navire devrait déjà être dans nos eaux. Depuis hier dans la nuit, un navire avec 8000 tonnes métriques de gaz qui était déjà au large du Nigeria. Donc dès que le navire que vous avez vu tout à l'heure va sortir, celui-là pourra rentrer. Et ensuite, la fourchette du 25, nous aurons un autre navire qui va arriver. Et nous avons au moins 6 navires qui sont annoncés déjà de manière ferme après toutes les réunions qui se sont tenues hier à la CSPH. Une situation qui viendra certainement mettre un terme à la spéculation, car pour ceux qui en trouvaient, il fallait débourser bien plus que les 6 500 francs prix homologués pour se procurer une bouteille de gaz. Nous voulons donc rassurer la population sur les mesures que nous avions déjà entreprises avant par rapport à la spéculation. Parce que dès qu'il y a pénurie, vous savez, immédiatement, le levier de la spéculation se met en marche. Et nous sommes en train de lutter contre ce fléau depuis. Et nous continuerons à sévir. Et nous invitons la population à bien vouloir se rapprocher de nous dès que quelqu'un est victime d'une spéculation quelconque, à se rapprocher de nos services, quel que soit le lieu où il se trouve sur le territoire, pour que nous puissions davantage remettre de l'ordre en place. Informés, les distributeurs se sont immédiatement rendus à la Société camerounaise des dépôts pétroliers. Je suis Bertrand Progap, chauffeur, distributeur de gaz. Nous sommes ici ce matin pour le chargement. Oui, nous sommes venus charger le gaz. Ça s'est passé comment? Depuis 2 à 3 semaines, on n'avait pas de produits sur le terrain. Donc on nous a informé hier dans la nuit que le bateau a accosté. Et nous nous sommes dépêchés sur le lieu très tôt le matin dans l'intention, dans l'espoir aussi d'aller satisfaire nos clients qui sont sur le terrain dehors parce qu'ils en souffrent énormément. Et depuis quelques heures déjà, les populations de certains quartiers de Douala, comme Bonamoussadi, Bonandjo ou encore Bonabéry, ont retrouvé les bonnes vieilles habitudes, cuisiner au gaz. Gabriel Bihi, en tant que privilégié député de la Nation sous-entendu, avez-vous été victime de cette pénurie de gaz? Vous n'avez pas eu de gaz pendant un moment chez vous? Oui, bien sûr, ça n'a épargné personne. Ah d'accord. Ça n'a épargné personne. Mais je vais le dire très rapidement, parce que ce qu'on voit dans votre reportage, comme je vous le disais en off, ça c'est la périphérie du problème. Il y a pénurie aujourd'hui, il y a eu pénurie hier, il y en aura demain, il y en aura après-demain. En fait, il en est du gaz au Cameroun, comme du fer de Kribi dont je parlais il y a peu, ou du pétrole lourd. Il se passe que le Cameroun, selon la SNH, a des réserves de gaz de 61 milliards de tonnes. Des réserves estimées du Cameroun aujourd'hui, 61 milliards de tonnes. Les réserves du gisement au large de Kribi, là, où il y a le consortium CNH Perem Kogola, exploite un gisement estimé à 5 milliards de tonnes. 5 milliards de tonnes. Mais c'est quoi la consommation, les besoins de consommation annuels en gaz domestique? 120 000 tonnes.
120 000 tonnes seulement. Consommation annuelle, besoin annuel. Mais nous sommes en train d'exploiter un gisement d'un potentiel de 5 milliards de tonnes. Et l'entreprise qui exploite, les chiffres qui ont été rendus publics disent que cette année, ils vont pouvoir exploiter 1 400 000 tonnes en 2022. Donc pendant qu'on extrait du sol camerounais, du sous-sol camerounais, 1 400 000 tonnes de gaz, les besoins de 120 000 tonnes ne peuvent pas être satisfaits. Comment ça s'explique? Ben c'est simple. Le gaz qui est extrait actuellement, c'est le gaz naturel. C'est l'une des ressources énergétiques les plus sollicitées au monde. Ça produit de l'énergie électrique. C'est d'ailleurs un peu de ce gaz qui alimente la KPDC. La Kribi Cameroun Development Corporation, quelque chose comme ça, parce que c'est une usine à gaz. Ça fabrique l'énergie électrique, ça refroidit, ça chauffe les maisons, le fameux chauffage, comme on est en hiver maintenant en Occident. Ça produit, c'est même du carburant d'ailleurs, les résidus du carburant. C'est l'une des, je vous l'ai dit, l'une des ressources énergétiques les plus prisées au monde. Le Cameroun aujourd'hui est rentré dans le top 20 des pays exportateurs de cette ressource. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, M. Dipita, c'est que nous exportons le plus précieux, qui est le gaz naturel, et nous manquons de ce qui en est le résidu, le butane, qui est 5% de ce qu'on extrait. On a créé une petite usine à Bipaga qui a une capacité de production d'environ 50 millions de tonnes, 50 000 tonnes, parce qu'on a des besoins annuels de 120 000, d'environ 50 000 tonnes. Mais pourquoi? La question que vous devez me poser, mais si on extrait 1,5 million, pourquoi nous, on ne produit donc que 50 000? Pourquoi? Mais parce que dans les arrangements, le Cameroun, dans le 1,5 million de tonnes extraits, ne bénéficie que du quart. Que du quart. Et c'est pour ça que seul ce quart-là permet de produire justement le tiers ou proche de la moitié des besoins dont nous avons besoin, des besoins en gaz qui sont les nôtres. Du coup, on importe. C'est quelque chose d'incroyable. Alors on va me dire, comme avec l'affaire de Kribi, on va me dire oui, c'est compliqué, on n'a pas les moyens. Non, c'est comme une malédiction. C'est-à-dire que nous avons des dirigeants en Afrique qui ont soit vendu leur âme au diable, soit signé des contrats diaboliques pour brader leur pays. Parce que l'investissement au large du Kribi, pour l'extraction dont je viens vous parler, est chiffré en CFA à environ 700 milliards de francs CFA. 700 milliards de francs CFA. Ben, nous avons pu nous endetter pour 3 fois cela, pour la gabégie de la canne. Mais nous sommes capables de développer l'intelligence qui nous permet d'acquérir ce qu'il nous faut, d'avoir ce qu'il nous faut pour transformer le Cameroun. Est-ce que vous savez que le gisement de gaz dans le sous-sol camerounais est même suffisant pour qu'un jour, nous puissions produire de l'énergie électrique à revendre, au point même que nous ne soyons plus obligés de construire des barrages. Parce que dans des milliers d'années, ce ne sera pas fini. Voilà le problème de fond. Donc, tant qu'on ne réoriente pas notre politique énergétique vers ça, on ne sera même pas un pays industrialisé. Nous, au PCRN, nous rêvons d'un Cameroun devenu grande puissance, industrialisé. Donc, tant qu'on n'a pas fait ça, on gérera au petit bonheur la chance, les pénuries de temps en temps. Parce qu'en plus, nous n'avons même pas les réserves de devises nécessaires. Et je doute même que nous ayons les capacités de stockage nécessaires pour que nous puissions acheter en fin de cycle les 120 000 tonnes dont nous avons besoin l'an pour les stocker. Partons de donc voilà. Partons de ces aspects de vie chère et pénurie pour parler donc de la cohabitation en communauté. Vous savez que la question, je veux dire, depuis la sortie de votre livre, et même un peu bien avant, le fédéralisme communautaire, la question revient assez souvent, comme s'il y a une forte incompréhension ou une incompréhension d'un certain nombre de personnes autour de la question. Communautarisme, État unitaire, et ce ne sont pas des mots, des concepts aux antipodes? Oui, mais la confusion est entretenue par ce que vous-même vous avez appelé tout à l'heure les profondeurs. Communautarisme, ce n'est pas communauté. Tout comme fédéralisme, ce n'est pas État fédéral.
Vous voyez bien, dans État fédéral, le substantif, c'est État. Et l'adjectif épithète, c'est fédéral. Alors que dans fédéralisme, comme tous les mots qui se terminent en isme, peut-être pas tous, mais une grande partie, ça renvoie à une doctrine. Monsieur Dipita Tongo, pour faire court, nous disons que le Cameroun, de façon fondamentale, ne deviendra une grande puissance que lorsqu'il sera institutionnellement organisé sous le paradigme fédéraliste, inspiré du fédéralisme. Le fédéralisme est un mode d'organisation d'État qui vise à créer le vivre ensemble et la cohésion entre des entités singulières. Ce n'est pas moi qui ai baptisé le Cameroun Afrique en miniature. C'est parce que c'est un pays bigarré, c'est un pays de diversité. Et lorsque vous avez un tel pays de diversité, ce qui vous reste, c'est de convoquer la philosophie fédéraliste pour l'organiser. Comme l'a fait l'Espagne, qui a ses 17 régions, c'est un État fédéral qui ne dit pas son nom. Comme l'a fait la Belgique, qui a même des parlements communautaires, je viens à la communauté. Comme l'a fait l'Afrique du Sud. On n'invente même pas la roue, n'écoutez pas les pourfendeurs. Maintenant, qu'est-ce qu'au Cameroun nous devons fédérer? Nous disons, M. Dipita Tongo, ce sont les communautés. Les communautés. La communauté, ce n'est pas l'ethnie. Vous savez, il y a un universitaire, M. Paul Abouna, qui a publié en 2011 un ouvrage intitulé « Introduction à l'ethnocratie », le pouvoir de l'ethnie. Lui, il propose même qu'on institutionnalise et qu'on constitutionnalise l'ethnie. Et nous disons dans l'ouvrage que non. L'ethnie, c'est réducteur. C'est la communauté qu'il faut constitutionnaliser et institutionnaliser parce qu'elle est inclusive. Quand vous dites Bamileke, est-ce que Bamileke est une langue? C'est une communauté. Quand vous dites Béti, est-ce que Bamileke n'est ni une ethnie ni une langue? Béti n'est ni une ethnie ni une langue. Sawa, tiens, vous êtes Sawa. Sawa ne désigne pas une ethnie. Il n'y a pas d'ethnie Sawa au Cameroun. Il y a plusieurs ethnies et d'ailleurs plusieurs langues qui sont là-dedans. Et d'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi l'ethnie même a priori fait si peur. Parce que je rappelle qu'il y a des villes au Cameroun qui portent le nom des ethnies. Douala, où nous nous trouvons, c'est le nom d'une ethnie. Bafia, c'est le nom d'une ethnie. Bafang, c'est le nom d'une ethnie. Donc je ne sais même pas pourquoi on dessine tout le temps le diable là où il n'existe pas. Le Cameroun a un besoin d'intégration, d'une politique d'intégration qui va fédérer ces entités anthropologiques et sociologiques. Et ce n'est qu'à ce moment-là que ce pays-ci va décoller. Parce que malheureusement, le colon, l'impérialiste, s'est rendu compte que s'il l'avait fait, il aurait fixé le Cameroun sur ses racines et ce pays aurait été incontrôlable. Mais justement, Cabral Libi, dans notre environnement marqué par la tribalité, tribalisme, je veux dire ce relent de regroupement autour de l'ethnie qui suscite souvent des conflits au risque d'ailleurs des tensions au-delà de l'ethnie, entre communautés. Ce quotidien que les Camerounais vivent un peu dans la haine qui flirte avec l'ethnie, est-ce que parler du fédéralisme communautaire, est-ce que mettre en avant la communauté dans une stratégie politique n'est pas un risque de déstabilisation? Mais non, c'est l'antidote, c'est le remède. Pendant que vous dites que les gens se divisent, nous on propose de les fédérer. Donc on ne peut pas nous reprocher de vouloir exacerber. Le verbe fédérer, c'est quoi? C'est mettre ensemble. Mais le pays que vous décrivez, justement, M. Dipita Tongo, ce n'est pas un pays dirigé par Cabral Libi. Ce n'est pas un pays gouverné sous le prisme du fédéralisme communautaire. C'est un pays qui est gouverné par la division, divisé pour mieux régner, où on apprend plutôt aux gens à se détester, à se stigmatiser. Le Bassa est sorcier, le Bamileke aime l'argent, les Tonnes mangent le savon, le Béti aime la boisson. Voilà les stigmates. Est-ce qu'il y a même une matière à l'école au Cameroun intitulée « Apprentissage des communautés et des ethnies du Cameroun » pour que nous apprenions à nous connaître? C'est que la question soit encore aussi marquée. N'avez-vous pas le sentiment que vous n'avez pas suffisamment fait donc pour faire comprendre l'enjeu à ceux-là qui... Non, mais c'est pour ça que je ne peux que vous remercier de me donner la possibilité d'en parler. Vous savez, M. Dipita Tongo, ce pays décollera le jour où l'État sera le réceptacle
de ce que chacune de ces communautés pourra apporter, selon ses singularités, sa spécificité, sa culture, ses traditions, au développement commun. D'accord. C'est ça la clé. J'avais quelqu'un, l'ouvrage était là tout à l'heure. Eric Ngando en train de mettre l'ouvrage à l'antenne. Je voulais vous lire, mais peut-être, il s'appelle M. Ngando. Je voulais justement vous lire un extrait de l'ouvrage du professeur Alfred Ngando, qui a été publié en 2020, où il parle de la genèse de l'État du Cameroun. Alors, je rappelle que le professeur Ngando est agrégé d'histoire du droit, il a enseigné à l'université de Yaoundé 2. Voici ce qu'il dit dans son ouvrage intitulé « Genèse de l'État et droit au Cameroun ». Il dit, dans notre ouvrage, c'est à la page 51, « En Afrique, les droits de la communauté l'emportent sur les droits de l'individu. L'homme africain se connaît en premier lieu en tant que membre de sa communauté, avec des devoirs, des responsabilités, ainsi que les avantages qui en découlent. » Fin de citation, c'est à la page 87 de son ouvrage. Non, nous n'inventons même pas la roue. Donc nous disons que apprenons à nos communautés, mettons nos communautés à contribution pour développer le Cameroun. C'est ce que nous disons. Nos communautés ont tellement à apporter. Et c'est là-dessus qu'il faut enraciner l'État du Cameroun. Et dans le paysage institutionnel, nous disons simplement qu'il faut supprimer les 10 régions actuelles et rester avec les départements qui, eux, ont une physionomie communautaire. Après, on va agglomérer les départements voisins selon le principe du prolongement géographique et du prolongement sociologique et anthropologique. En un mot. On aura des blocs qui vont désormais... Et derrière tout ça, on met donc en place une véritable politique d'intégration nationale. L'intégration nationale, c'est apprendre aux gens à se connaître, à vivre ensemble, dans l'équité, dans la régularité. Puisque nous sommes sur les et questions malheureusement, au Cameroun, l'ordre gouvernant, qui est néocolonial, qui nous tient, n'en veut pas. Et ce n'est pas parce que les gens sont nombreux à se tromper qu'ils ont raison. Donc, je sais que ça nous prendra du temps. Encore, il y a de nombreux Camerounais qui, depuis que l'ouvrage circule et qu'ils le lisent, qui comprennent de mieux en mieux, qui me disent, mais pourquoi on vous a ostracisé? Je reste convaincu que nous avons la solution pour le Cameroun. Votre parti politique a engagé notre combat, celui de la délivrance des CNI, les cadres nationaux d'identité, au public, aux Camerounais qui en ont le droit. Évidemment, c'est comme un goulot d'étranglement au niveau des services de la DGSN en charge. Avez-vous le sentiment que votre pression donne aux responsables de pouvoir arriver à cette fin-là? Non, jusqu'ici, ça n'avance pas. C'est d'ailleurs pour ça que nous sommes en train de nous préparer, nous les députés du PCRN, aller en écharpe à la rencontre du délégué général de la Sûreté nationale, pour qu'il nous dise ce qui ne va pas et pour que nous le fassions aussi nos propositions. Monsieur Dipita Tonga, c'est un scandale que dans un pays comme le Cameroun, on ne puisse pas avoir sa CNI. Il passe le temps à dire des choses. Le problème, il est simple. Il se passe que, à un moment, ils ont recruté des gens qui devaient faire l'enrôlement. L'enrôlement a même été mal fait. Et au moment où le logiciel intégrait ces mauvais enrôlements, beaucoup de gens se sont retrouvés en double identité. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont créé au niveau du Centre national de production des titres identitaires un service du contentieux qui essaie de gérer autant qu'ils peuvent. Mais le problème, il est ailleurs. Il est encore dans l'humanité. Monsieur Dipita Tongo, lorsque vous avez donc déposé un dossier pour avoir la carte nationale d'identité, mais au moins quand vous avez un SMS, quand vous passez un coup de fil, quand vous disent pourquoi votre carte ne sort pas, mais chaque fois que vous allez la chercher, on vous dit que non, vous devez avoir un problème de double identité. Mais comment vous saurez si c'est le problème que vous avez? Comment vous saurez? Ça, c'est un premier problème. D'ailleurs, le personnel civil dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est d'ailleurs un problème qui se pose actuellement à la DGSN. Leur statut, leurs avancements et autres. Ça, ça arrive bientôt. Deuxième problème, c'est le matériel, monsieur Dipita Tongo. Le matériel, c'est sûr de tous. On a fait nos petites enquêtes. Il arrive que dans plein de postes d'identification, il n'y ait même pas de carton des fois. Il arrive qu'au niveau du centre de production de la CNI, il n'y a même pas de carte PVC sur lesquelles on imprime les cartes. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème avec le contrat. Tout le monde le sait. Au début, lorsque le DGSN est arrivé, il a trouvé l'entreprise Thales. Il a résilié le contrat avec Thales et il a pris Gemalto. Sauf qu'après, Thales qui était parti a racheté Gemalto. Donc je crois qu'actuellement, il faut signer un nouveau contrat. Selon des choses, si moi je vous pose la question aujourd'hui, combien coûte même la CNI? On dit que nous devons payer 2800
D'ailleurs, à ça, il faut ajouter le certificat de nationalité avec ses timbres. Et je crois le copie d'acte avec ses timbres. Donc, en fait, ça va à plus que ça. Mais prenons les 2800. Et on nous dit, je l'entends, qu'en fait, les 2800 là, en fait, reçoivent encore une subvention. Et certains chiffres, je le précise, non vérifiés, disent qu'en fait, la CNI qu'on nous donne coûterait 12 500. Mon Dieu, par quelle alchimie? Je sais qu'à la base, il y a une carte PVC. Il y a une puce qu'on met dedans. Il y a un logiciel qu'on acquiert avec des mallettes d'enrôlement. Il y a, c'est vrai, des niveaux de sécurité. Oui, mais on nous a vendu ce logiciel à combien? Maintenant, la question est, quand vous payez les 2800, l'argent va dans quel compte? Et d'où vient-il que parfois les factures ne sont pas payées? Est-ce parce que l'argent va dans un compte qui ne va pas chez le fournisseur ou alors parce que l'État ne subventionne pas? Que vous allez mener une activité. Non, mais attendez, moi ce que je suis en train de dire, mais il se peut qu'il soit peut-être en train de nous écouter. Épargner les Camerounais de ce type de scandale. Et pas seulement d'ailleurs pour la CNI, même le BUNEC. D'où vient-il que dans un pays comme le Cameroun en 2022, même l'acte de naissance soit un problème? Cabral, une autre question qui est un par ailleurs. On sort un peu de la CNI. Avez-vous l'habitude, évidemment, de suivre la brillante Léla Renganzeu sur cet hebdo? Oui, bien sûr. Vous avez suivi ce midi? D'ailleurs, j'ai fait une publication récemment où je saluais le travail qui est fait par STV. Merci. Alors, ce midi, elle a reçu, évidemment, dans le cadre... Aujourd'hui, je n'ai pas suivi parce que j'étais en route pour venir ici. Bah, je peux le comprendre. Donc, à 12h ce midi, tout à l'heure, la reine Ganzo et ses invités ont évoqué cette question qui est revenue, proposée d'ailleurs par Jean Crépin-Niamsi. Il a suggéré un débat entre deux leaders de l'opposition camerounaise, vous et Maurice Kamto, qui êtes quand même ceux-là qui, après l'élection de 2018, sont arrivés après le président Biya. Et la question était donc en débat ce midi, mais entre autres sujets, entre autres éléments avancés de réponse, l'un des invités du MRC sur le plateau a dit ce que je vous suggère de regarder. Je n'ai pas pour habitude d'être aussi violent, mais j'ai envie de dire, si vous voulez ainsi, nous savons très bien le petit jeu que Cabral a fait pour obtenir sa caution. Aujourd'hui, on va le dire. Vous avez voulu vous livrer à cet exercice, ce n'était pas ce pourquoi je venais ici. Nous savons qui a payé la caution de M. Cabral Libi. Qui a payé la caution de M. Cabral? Le secrétaire général du RDPC. Mais est-ce qu'on a les preuves, monsieur Wabo? Prenez votre temps en patience. Et nous savons qui était l'intermédiaire. C'est votre ami avocat, Maître Christian Timban, dont j'ai une information, je peux la prouver à tout moment. D'accord? Cabral Libi, Jean Kuete a-t-il payé votre caution pour être candidat du parti Univers à l'élection présidentielle de 2018? Évidemment non. C'est évident. C'est encore l'occasion pour moi de saluer le peuple camerounais. Je sais que j'ai réussi en 2018 une chose historique. Solliciter les Camerounais pour qu'ils m'aident à payer la caution. Je sais que personne d'autre ne l'a fait avant. Et qu'il est difficile pour les autres de le faire, pour au moins deux raisons. La première, c'est qu'ils n'ont pas le niveau de popularité qui leur permet de solliciter le peuple. La deuxième, c'est qu'ils ont passé le temps à mentir. Vous savez, on a construit un système au Cameroun où on a fait croire aux gens que pour faire la politique de haut niveau, il faut d'abord être riche, il faut d'abord avoir je ne sais trop quoi. Et beaucoup ont construit le mythe de la richesse, de la fortune et tout. Et ils n'ont pas l'humilité. Mais nous, on pense que si on doit être voté, on doit être porté par le peuple, ben nous, on n'a aucune honte à solliciter ce peuple. Et je remercie encore le peuple camerounais. Parce que il y a quand même un précédent, hein, je ne suis pas le premier à l'avoir fait au Cameroun. La première fois qu'une levée de fonds populaire a été faite au Cameroun pour un homme politique, ça date exactement de 1952. Là, vous parlez pour l'élection, parce qu'on a vu des levées de fonds populaires qui n'étaient pas forcément pour soutenir un candidat, mais pour d'autres. En tout cas, des levées de fonds qui ont connu le retentissement qui a été... qu'a connu. Vous savez qu'il y a eu une levée de fonds récente pour la lutte contre le Covid, par exemple. Oui, mais ça c'est autre chose. D'accord. Je vous parle de politique. Ok. Je vous parle de politique. Donc, il y a Ruben Oumiobe qui avait bénéficié d'une telle levée de fonds en 1952 pour son premier voyage à l'ONU. Je l'ai d'ailleurs découvert dans un ouvrage de M. Eno Meyomese. Du coup, la comparaison est faite. C'est le peuple. Maintenant, je peux comprendre que cette prouesse politique suscite des jalousies, des haines.
Le monsieur dont vous Max Wabo parlez... du MRC. Comment? Max Wabo du MRC. Wabo. Exact. Ah oui, j'ai d'ailleurs appris qu'il y avait aussi un Tchapi qui a dit la même chose ailleurs. Donc, vous avez vu la haine qui transpire de son visage. C'est incroyable. Ça pue la jalousie, ça pue la haine. C'est pas normal. Vous avez rappelé comment, monsieur? Max Wabo, celui qui était l'invité de Léla Reine. J'ai envie de lui dire, non, apprenez. Si vous avez envie de faire la même chose. Parce que je me souviens que leur candidat a essayé aussi. Après moi d'ailleurs, en 2000, il n'a jamais communiqué sur ce qu'il a reçu. Il n'a rien reçu, évidemment. Il faut être populaire pour le faire. Donc, je peux comprendre qu'il y ait de la jalousie. Je ne serais pas étonné qu'il fasse partie du lot de pourfendeurs dont vous parliez tout à l'heure en début d'émission, ceux qui passent le temps à inventer des sottises à l'égard de ceux qui font mieux qu'eux. Non. La politique, c'est une compétition, c'est une concurrence. Nous proposons des choses au peuple et c'est le peuple qui sanctionne. C'est le peuple qui décide. Donc, moi, je continue à dire que nous étions 9 adversaires au match de 2018. Je ne sais pas combien nous serons au match de 2025, mais nous sommes déjà au moins 2 de ceux qui étaient en 2018 à avoir déclaré leur candidature. Et il me semble d'ailleurs que c'est ce qui a inspiré M. Jean Crépin-Nyamsi, qui a dit, bon, ben, s'il y en a déjà 2 qui ont déclaré leur candidature, il faut déjà commencer à les confronter pour qu'on sache ce que chacun propose. D'ailleurs, moi, je ne sais même pas pourquoi il n'y a encore aucun média qui n'ait contacté M. Nyamsi, parce qu'il a dit que lui, il est prêt à financer à hauteur de 5 millions. M. Nyamsi, pour l'instant, il me semble, je ne suis pas dans son, mais pour l'instant, j'observe qu'il communique sur les acteurs politiques. Peut-être que le moment venu, il communiquera sur les médias qui sont prêts à... Non, mais vous ne voulez pas les 5 millions? Je laisse M. Nyamsi communiquer... Non, il me souvient que sa publication demandait aux médias qu'il était prêt. Attendez, j'inverse la question. Enfin, c'est vous qui posez des questions. C'est-à-dire, il a dit les médias qui voulaient organiser ce débat allaient recevoir de lui 5 millions. Alors, la question que moi je vous pose, est-ce que vous, à STV... Vous inversez les rôles. Non. Est-ce que vous, à STV, vous seriez prêt à organiser ce débat? Cabral Libi, c'est une initiative de Jean Crépin-Nyamsi. Oui, mais c'est une perche qu'il tend aux médias. Est-ce que votre média saisira cette perche? Je voulais pas le... Il est clair qu'on a discuté avec Jean Crépin-Nyamsi. Donc vous pourriez le faire? Ils sont partants. C'est clair, c'est mais moi aussi. Donc je crois qu'il n'y a que le... STV est partant pour ce genre de médias. Ben voilà, ce genre de débat. Ce genre de débat, le candidat du PCRN est partant. D'accord. Donc maintenant, posez la question à l'autre candidat. Maintenant, plutôt que... j'ai vu son vice-président, son responsable de la communication, ses conseillers historiques, tous faire des sorties m'insultant, me m'accablant, me peignant dans toutes les couleurs sombres du monde. Monsieur Dipita Tonga. Justement, la question de l'opportunité. Comme je dis toujours, c'est Dieu qui fait grâce. Pour ceux que vous citez, l'argument qu'ils ont, c'est initier un tel débat en cette période, c'est donner des arguments au pouvoir, le moment venu, pour dire, écoutez, voilà donc les opposants qui s'étripent, qui n'ont pas forcément la même vision. C'est de la divination de médiocrité, ça. Ça ne veut strictement rien dire. On n'invente pas la roue au Cameroun. Vous savez, à la vérité, c'est moi qui devrais refuser le débat. Je suis président d'un parti qui a 5 députés, 206 conseillers municipaux. À la vérité, c'est moi qui devrais refuser de débattre avec des partis qui n'ont pas d'élus. Parce qu'il faut quand même respecter les efforts des gens dans l'espace politique. Mais moi, dans mon humilité d'ailleurs qui tire sa source de l'envie permanente de communiquer à mon peuple ma vision, mais aussi de la croiser avec d'autres visions. Donc la réponse à un débat, ce n'est pas l'insulte. Puisque de toute façon, nous étions adversaires en 2018, et s'il n'y a pas d'alliance entre nous entre-temps, nous serons probablement adversaires en 2025. Parce que les adversités ne sont pas éternelles. Et on a vu ailleurs des hommes politiques trouver des points de convergence, signer des alliances. Pour l'heure, nous sommes adversaires. Et sur ce que M. Nyamsi a demandé, il n'invente pas la roue. Je crois que ça se fait. Je crois que, pour prendre le cas français, par exemple, M. Jean-Luc Mélenchon et Mme Marine Le Pen font des débats tous les jours pour confronter leur vision. Parce que, monsieur, je vous ai dit tout à l'heure, M. Dipita Tongo, je sors de cette question qui est d'ailleurs périphérique. Je vous dis encore que c'est très important. Vous savez, quand on va à une élection présidentielle, il y a 2 choses qu'on vend. On vend l'objet et on vend le sujet. Le sujet, c'est l'homme. Encore un reportage Non, attendez, rapidement. Le sujet, c'est l'homme, la personne.
Il y a des gens qui peuvent s'arrêter sur la personne. Mais beaucoup de gens s'intéressent à l'objet que vend la personne. Et il faut qu'on sorte de la politique des ragots, des balivernes, où on donne les bons points et les mauvais points, selon qu'on a la capacité ou pas de polluer l'espace public. Non, allons sur des offres politiques. Et le premier d'ailleurs, et le premier qui devrait le faire. Comment envisagez-vous donc, dans ce débat divergent entre opposants, non, pas seulement entre opposants, je ne suis plus dans... Comment envisagez-vous donc une forme de coalition, une forme d'union, une forme de candidature qui pourrait être unique contre un système, un régime conduit par le président Biya éventuellement? On vous voit par exemple sur la question du code électoral, mais on comprend très peu qu'en même temps il y a des rivalités, tout au moins ça s'exprime à travers vos militants, ces batailles sur les réseaux sociaux et autres. Comment est-ce qu'on peut... Le code électoral n'est pas un projet de société. D'accord. Attendez, c'est comme si vous alliez... Là on va à la Coupe du Monde, non? Exact. Les règles du jeu, c'est la FIFA. Exact. Maintenant, on verra ce que chaque équipe apportera pour gagner la Coupe du Monde. Clair. Donc, généralement, les équipes se retrouvent pour se concerter sur les règles du jeu. Donc, ce que nous faisons sur le code électoral, c'est du banal, ça. C'est-à-dire, on travaille, on s'accorde sur les règles du jeu, et maintenant, on va au combat. L'opposition est-elle en capacité de faire un candidat unique contre la candidature éventuelle? Monsieur Dipita Tongo, dans quel pays au monde, depuis que Dieu a créé ce monde, vous avez vu dans un pays, à une élection présidentielle, un candidat unique de l'opposition? Attendez, on va prendre le reportage sur... J'espère que vous m'avez saisi. Non, il y a parfois des coalitions après le premier tour. D'accord. Mais il y aura toujours des gens. En revanche, ce qui peut se faire, c'est ce qui s'est fait en 92, c'est-à-dire qu'un certain nombre de partis se mettent ensemble autour d'un projet. Mais ça ne ferait pas du candidat qui en sortirait le candidat unique de toute l'opposition. J'aimerais avoir le commentaire de Cabral sur le reportage de l'habillement des Lions officiels, Voici les tenues de ville des Lions indomptables au Mondial Qatar 2022. Des tuniques au design africain en manches longues greffées du logo de la fédération, une inspiration de El Dabo, le partenaire local choisi par la FICAFOOT pour valoriser les Lions indomptables à cette compétition, selon Samuel Etofis. La Fédération camerounaise a, dans ce projet, toujours pensé à faire avancer le Cameroun et les Camerounais. C'est dans cette vision que nous avons donné l'opportunité à un brave Camerounais d'habiller ce que nous avons pour nos footballeurs de plus précieux dans notre pays, les Lions indomptables. Peu connue du public, El Dabo est la toute première marque locale qui habillera l'équipe nationale en prélude à une Coupe du Monde. Même si le choix porté sur la marque suscite des controverses, vu que la procédure s'est faite sans appel d'offres, contre toute attente. Que s'est-il passé? Des merci à toutes ces personnes qui ont rendu ce moment possible. Je pense à Patrick Bouman, à Rigo Berson, Raymond Kala, qui ont facilité ce partenariat. Des négociations tacites qui auraient donc abouti à ce partenariat, la marque dit avoir convaincu la FECAFOOT. C'est la tradition de l'effectif de cette passerelle dynamique qui introduit le style, la mode et la culture camerounaise parmi les indices identitaires de la promotion et de la valorisation de l'image de la marque de notre équipe faillante de football et de notre cher pays sur l'échiquier international. Après les tenues de ville, les attentes sont désormais sur les maillots, aussi objet de controverse autour de l'équipe moitié officielle. Chacun de One All Sport et Coq Sportif prépare ses équipements à quelques semaines du mondial. Cabral, oui, vous dites que les Lions seront de beaux messieurs pendant ce mondial. Ah oui, vous savez, je suis très heureux. Vous savez, quand vous allez à la briqueterie, on appelle cette tenue là-bas Djalaba Cabral. Ah d'accord. Ah oui, parce que je suis réputé là-bas pour l'avoir popularisé davantage. Vous savez, depuis que j'ai été élu, j'ai décidé d'accorder une préférence aux tenues locales. Merci, et j'aime beaucoup cette tenue-là. Je suis presque heureux, je ne dis pas que c'est le cas, mais je suis presque heureux d'avoir inspiré cette tenue de ville des Lions indomptables. Donc il faut qu'ils sachent qu'en se promenant avec au Qatar, ils auront arboré la Djalaba Cabral. À ceux qui se demandent pourquoi STV aime bien vous prendre, je voudrais simplement répondre qu'au regard de l'actualité, nous aimerons prendre au quotidien, si possible,
tous les leaders politiques. C'est notre choix. Malheureusement, certains ne répondent pas à nos invitations. Et sincèrement, je voudrais doublement vous remercier. Ah, ça ne m'étonne pas. Donc l'affaire du débat a commencé avec vous. Je voudrais sincèrement vous remercier d'être toujours disponible et de répondre. Et c'est regrettable, M. Dipita Tongo. Parce que tous ces gens, vous savez qu'ils imitent Paul Biya. Merci Cabral. Merci à vous à la maison. C'était l'édition de ce soir de Face à l'actu. Demain, c'est lundi d'avance. Je vous souhaite un bon début de semaine. Bonsoir.